Donc, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu, dire combien tu as d'enfants, depuis quand tu fais la Nonsco, où tu habites? Alors, je suis Claudia, j'ai 3 filles de 6, 9 et 11 qui ne sont jamais allées à l'école. J'habite à Paris et notre spécificité à nous, c'est que c'était le papa qui voulait pas que les enfants aillent à l'école. Pour lui, ça lui semblait absurde. Et moi, j'ai mis 3 ans en fait à rejoindre son avis, que je partage entièrement maintenant. Mais ma principale réticence, c'est que je ne me voyais pas priver mes enfants de jeux avec des copains et de grands jeux avec beaucoup de copains. C'est-à-dire que c'est facile d'inviter 1 ou 2 copains à la maison. On l'a fait quand elles étaient petites. Voilà, donc on avait 2 après-midi par semaine avec des copines. Et ça leur convenait complètement. Mais après, en grandissant, pour moi, c'était clair qu'il y a une émulation. Il y a des jeux qu'on peut faire qu'à 10 ou 15. Il y a un choix d'enfants, enfin un choix de copains qui pour moi nécessitait plus d'enfants que juste 2 ou 3. Juste les 2 ou 3 qu'on voyait quand elles avaient 3-5 ans, quoi. Voilà, et du coup, la seule façon d'avoir ces copains-là, c'était d'organiser des rencontres. Et en même temps, je ne savais pas vers quoi j'allais, mais de fait, ce qui s'est passé, c'était exactement ce dont j'avais besoin et ce dont je rêvais. Et alors en 2005, j'ai commencé... Ouais. Avant de partir sur les rencontres, j'aimerais bien savoir, pourquoi tu pensais que c'était pas possible en faisant la Nonsco de rencontrer beaucoup d'enfants? Qu'est-ce qui te faisait penser ça? Pour moi, c'était évident que, vu le côté très marginal de la Nonsco, et puis, oui, on pourrait rencontrer 1 ou 2 copains en y prenant le temps, en prenant le temps qu'il fallait pour aller les voir. Mais 10, 15, ouais, non, ça me paraissait pas possible. Parce que tout simplement, il n'y avait pas suffisamment d'enfants dans notre entourage. D'accord, c'est-à-dire que tu t'étais renseigné sur la Nonsco et à cette époque-là, il n'y avait pas encore un groupe assez gros. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, t'as pas mal travaillé à organiser un groupe. Oui. Mais quelque part, ouais. il en allait de ma survie psychologique, de mon contentement. C'est-à-dire, mais je pense que c'est pour ça que j'y ai passé tellement de temps. Parce que pour moi, c'était vraiment important de ne pas priver mes enfants de jouer à la balle aux prisonniers, quoi, en gros. Ouais. Et à 4, c'est pas terrible. Et à 8 ou 10, c'est quand même nettement mieux. Et puis il y a le côté émulation de jeu en groupe ouais, il y a un côté émulation plus grand avec un nombre d'enfants plus grand. Ça n'empêche pas que là maintenant que le groupe existe et tout ça, il y a plein de sorties où on est 3-4 familles, pas plus, où mes filles, elles ont chacune 1 ou 2 copines ou copains et ça suffit. C'est-à-dire ça leur suffit très bien d'être avec 2 ou 3 copains seulement. Mmh. Mais quelque part, je pense que je voulais aussi qu'elles aient le choix. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un copain obligé, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui habite à une demi-heure. Ouais. Et je voulais qu'elles puissent choisir les personnes avec lesquelles elles auraient le plus d'affinité, et moi aussi. Et voilà, je pense que c'était ça le moteur de base de l'organisation des rencontres au départ. D'accord. Et point de vue de la scolarité, disons, de l'instruction, je veux dire, tu n'avais pas d'inquiétude là-dessus au départ, tu pensais que c'était possible de s'instruire, disons, d'être quelqu'un de se sentir bien, quoi, d'être... Parce que bon, j'imagine que... C'est pas forcément la même chose, hein, être instruit et se sentir bien. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de chercher... justement, je trouve que c'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux leur donner, leur transmettre? Comment tu les imagines plus tard? Tu veux qu'ils soient comment, quoi? Forcément, on ne veut pas qu'ils soient d'une certaine façon ou d'une autre, mais il y a quelque chose de très important, qui a été très important pour nous. C'est venu beaucoup du papa, mais j'adhère complètement. J'étais toujours d'accord avec lui concernant
le fait que les enfants s'instruisent en grandissant. Cette partie-là, cette partie des modalités d'apprentissage qui se font d'autant mieux que les enfants apprennent au moment où ils ont envie et besoin d'apprendre. Pour moi, c'était évident. J'ai enseigné 15 ans l'histoire-géographie. Je savais très bien qu'au bout de 3 mois, ils avaient complètement oublié ce qu'on avait fait 3 mois avant. Je me fais aucune illusion. Le papa, il est mathématicien. Moi, j'ai donc fait des études d'histoire-géographie. On a comparé ce dont on se souvenait en terminale. On savait chacun ce que l'autre avait fait en première terminale. Et on a comparé et on se souvenait de rien. Vaguement le vocabulaire, ça on s'en souvient, le vocabulaire parce qu'il fait partie de la vie commune. Mais sinon, tout ce qui est un peu spécifique, on se souvient de rien. Donc j'ai aucune illusion sur l'intérêt d'une instruction formelle concernant l'apprentissage à long terme. Et alors j'avais une autre direction à propos d'apprentissage. Oui, pour revenir à ta question en fait de ce qu'on souhaiterait pour nos enfants. Voilà, j'étais en train de dire que le papa, il a une phrase que j'aime beaucoup qui est qu'on souhaite ne pas casser le plaisir jubilatoire de découvrir et d'apprendre. Et voilà, et parfois il me montre, à propos de certaines phrases qu'elles disent dans des conversations anodines, des choses qu'elles disent, voilà, c'est vraiment dans des conversations anodines, il me lance un regard et ça veut dire, t'as vu comme elle est en train de jubiler là, ce qu'elle est en train de nous raconter, tellement c'est jubilatoire. C'est vraiment un mot que j'aime beaucoup et qui est central dans notre façon de voir les choses, qui est qu'on ne veut pas abîmer ce plaisir jubilatoire de découvrir, ce moteur. Et du coup, à la fois c'est évident quand on voit un apprentissage qui est en train de se faire, mais comme la plupart du temps on n'en voit pas, enfin en tout cas des apprentissages formels, scolaires, c'est pas facile tous les jours et c'est pour ça que voilà, ça fait 10 ans que je parle avec mon compagnon, maintenant moins qu'avant parce que maintenant j'ai moins d'inquiétude. Avec les enfants qui grandissent, on a moins d'inquiétude. Par exemple, ma grande fille, qui a 11 ans et demi maintenant, elle s'est mise à écrire qu'à partir de 9 ans. Et c'était juste impossible de faire autrement. J'ai essayé de lui proposer des cahiers, enfin pas des cahiers, mais quelques pages d'écriture, et juste, elle ne voulait pas. Elle écrivait un petit peu en majuscules, mais très peu, et à partir de 9 ans, elle a commencé à me demander, concernant quelques lettres, comment elle s'écrivait en minuscules. Et puis même, elle a voulu à un moment donné écrire en minuscules attachées, y compris avec les majuscules telles qu'on les écrit, telles qu'on les apprend à l'école, qui servent absolument à rien. D'ailleurs, l'écriture en attaché non plus, c'est spécifiquement français, et ça permet pas d'écrire plus vite, comme le montre le bouquin là, de John Holt qu'on a publié il y a quelques mois. Il a fait des tests avec ses élèves, et en attaché, il écrivait moins vite que ceux qui écrivaient en script, l'écriture de l'imprimerie, enfin des livres. Voilà, du coup c'était amusant parce que moi j'avais pas du tout d'attente concernant l'attaché, et elle, à un moment, elle a eu une période où elle voulait écrire en attaché, et puis maintenant je sais plus comment elle écrit, mais en tout cas elle écrit en minuscules. Et là, enfin on aurait pu la braquer si on avait forcé, alors que là elle écrit pas énormément, mais elle a le plaisir d'écrire. Ouais, ça c'est chouette. Voilà, alors après c'est très très flou concernant l'avenir, parce que je me préoccupe du fait qu'elles écrivent sans erreur d'orthographe, notamment de ma grande fille qui est la seule à écrire. Les autres écrivent quand même pas beaucoup, mais je sais que ça va venir. Et voilà, là la semaine dernière j'étais seule avec elle, j'avais un cahier, enfin une feuille là, sur laquelle on peut écrire avec un feutre effaçable. En gros c'était juste un emplacement où on peut écrire des conjugaisons. C'est le petit Nicolas. Et je lui ai proposé d'écrire quelques conjugaisons. Et effectivement, il y avait beaucoup d'erreurs. Et tous les mots, tous les jours, je lui ai proposé 2-3 mots. Et il y avait cette feuille là sur la table. Et de temps en temps, dans la journée, elle le remplissait. Et elle voulait après qu'on en parle ensemble.
Et puis, du coup, j'ai signalé les erreurs au fur et à mesure. Et puis, à la fin de la semaine, il y avait déjà un net progrès. C'est bien possible qu'elle oublie encore, parce que là, c'est un savoir très formel et artificiel. Et la demande ne vient pas d'elle. Mais elle est tout à fait consciente que l'orthographe est importante dans la vie sociale et que du coup, c'est quelque chose à acquérir. D'accord. Et du coup, elle n'a jamais été réticente. Bon, elle a 11 ans et demi aussi, c'est pas comme si elle avait 7 ans. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est des trucs qu'on fait avec les enfants, peut-être pas à 7, mais à 8 ou 9. Et je pense qu'à 8 ou 9, elle n'aurait pas été attentive. Mais là, elle écrit des mails, elle participe. Elle a une activité d'écriture. Bon, elle voit aussi que quand elle écrit sur Word, ça corrige. Donc, elle est tout à fait consciente de l'importance de la correction de la langue quand on écrit. Mais même de l'importance sociale, et du jugement lié à ça, puis je lui en ai parlé aussi. Et du coup, elle accepte sans problème qu'on passe, là c'était 10 minutes, 3 jours. Hein. Et voilà, tout ça pour dire que là, c'est pas un exemple d'apprentissage jubilatoire, mais c'est un exemple pour montrer que sans forcer et en attendant, les apprentissages qui sont importants dans la société et qui sont formels se font aussi. Alors du point de vue de la lecture et l'écriture, j'ai pas de souci. Au point de vue des maths, c'est complètement flou pour moi. Mais comme le papa il n'est pas mathématicien maintenant, mais il a fait des études de mathématiques, lui il a une vision assez claire des compétences qu'on peut acquérir. Et c'est particulièrement dans ce domaine-là qu'il ne veut pas casser ce plaisir jubilatoire. Et de temps en temps, il me dit, très bien, tiens, là, elles ont fait un raisonnement qu'on fait d'habitude en seconde. Et voir, il me donne le nom du raisonnement, sauf qu'évidemment, elles n'ont pas du tout les outils formels pour l'écrire ou pour le dire, mais elles ont le raisonnement. Et on a trouvé un exemple récemment qui montrait à quel point c'était important d'apprendre comme ça, qui est que moi, je sais faire les règles de 3, je pense même qu'en maths, c'est le truc le plus important dans la vie adulte. Ça, avec quelques habitudes mentales de calcul mental quand on veut calculer. Donc c'est un des raisonnements utilisés assez souvent. Mais la règle de 3, c'est quelque chose qui m'est régulièrement utile, alors que je n'ai pas du tout une vie liée aux chiffres. Et en revanche, il faut que je la pose. Et il faut que je pose les éléments pour savoir dans quel sens je multiplie et je divise. Alors que pour mon compagnon, c'est évident. Parce qu'il a c'est naturel. Oui, c'est naturel parce qu'il a une compréhension intime des mécanismes qui se font. Et pour lui, c'est l'inverse, par exemple, concernant les règles de grammaire. Moi, j'écris complètement naturellement parce que je pense que je les ai sues, les règles, en lisant. Je ne veux pas dire qu'en lisant, on apprend les règles de grammaire. Hein, c'est pas du tout ça. Mais je pense que j'étais intéressée par ça et du coup, je les ai apprises avant d'en voir la traduction formelle à l'école. Et du coup, je les ai apprises... Ensuite, quand je les ai vues à l'école, c'était juste une confirmation de choses que j'avais... pas apprises, mais que j'avais perçues à différentes occasions. Voilà, et du coup, si on peut offrir à nos enfants le fait que pour elles, l'écriture correcte et la règle de 3 et puis tout plein d'autres choses seront évidentes pour elles, seront naturelles parce qu'elles les auront apprises au moment où ça fait sens et qu'elles n'auront pas besoin d'y réfléchir et de poser la technique, c'est génial, c'est vraiment important comme cadeau à leur offrir. Voilà, alors ensuite, est-ce qu'elles seront capables de faire le programme de maths de terminale si elles veulent passer le bac? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y aura une année difficile, vu les témoignages que j'entends. Il y aura une année difficile si jamais le bac fait partie de leur projet pour la suite. Mais voilà, les ados dont on entend parler, ou les jeunes adultes, ils ont eu une année difficile pour le bac, et pour ceux qui ont voulu le passer, mais ils l'ont passé, et maintenant, l'aisance pour toutes les autres choses, ils l'ont gardé. C'est-à-dire que c'est un cadeau pour la vie, quoi. Ensuite, l'aisance de ne pas avoir à poser la règle de 3. D'accord. Et alors, moi je trouve qu'il y a une question, disons qu'on aborde un petit peu en filigrane dans l'annonce co, et qui est importante, c'est pourquoi l'enseignement se fait comme ça à l'école. Et là, comme tu dis, tu as enseigné 15 ans. Alors qu'en même temps, il y a une efficacité qui est quand même très faible. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ça se passe comme ça? Non?
Est-ce que c'est... Moi j'ai l'impression que pour aborder la non-sco, il faut aussi euh, avoir une réflexion sur l'école et, et- et avoir une analyse de l'école, quoi, de l'enseignement à l'école. Est-ce que toi, tu as eu cette démarche-là de te dire, mais à quoi sert l'école? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors que, en fait, En plus, tu les vois? écoles alternatives montrent que toutes les écoles freinées qui sont dans l'institution, mais pour lesquelles c'est pas si facile que ça, les écoles freinées sont aussi en opposition avec un certain nombre d'inspecteurs. Ouais. Il y en a une tout près de chez moi et j'ai parlé avec la directrice à qui l'inspecteur avait reproché de faire trop d'activités qui faisaient sens et pas assez de dictées. Du coup, elle avait du mal Mm. aussi, c'était marrant, on avait des préoccupations proches, Ah alors oui, qu'on je était dans trouve, des ouais. situations très très différentes. Et eux ont des bons résultats, ils ont de très bons résultats en passant pas de temps, en ne faisant pas de dictée. Qui d'ailleurs avait été remise en cause, c'est qui? Il y a des pédagogues, j'ai oublié son nom, ça serait mieux que j'ai son nom là maintenant. Qui remettait en cause la dictée parce que ça conduisait l'enfant à imaginer une orthographe erronée, la situation de dictée, alors que il vaudrait Ouais. mieux qu'il ne voit que l'orthographe correcte et surtout qu'il ne fasse pas un effort de représentation ou même d'écriture de l'orthographe erronée. D'accord. Oui, alors concernant l'école, C'est pas que je veux taper sur l'école, hein, non mais c'est mais je trouve que c'est important de... Enfin, il y a une contradiction là, tu vois, on dit, ah bah, un enfant qui s'instruit dans le plaisir, ça marche beaucoup mieux, il se sent mieux, il peut continuer, il n'est pas dégoûté après en devenant adulte. C'est un peu ouais. ça qu'on a beaucoup comme, Il est comme autonome discours. dans ses apprentissages, il est débrouillard dans Voilà. sa vie. Et alors à ce moment-là, mais pourquoi ça se passe pas comme ça? Il y a une contradiction là. Est-ce Il que y a une c'est quelque réponse chose? simple. La réponse Bah elle est vas-y, simple, bien sûr. allez, vas-y. Parce que l'école, elle est très efficace dans la transmission des valeurs implicites de la société. Et elle est très efficace dans la transmission du fait qu'on va devoir aller tous les jours quelque part en étant à l'heure, qu'on ne pourra pas être absent, qu'il y aura un chef, qu'il faudra lui obéir, qu'on sera critiqué et on ne pourra pas protester, que la société dans laquelle on est une société de compétition et de rapport de force. Et voilà, ça c'est ce qu'apprend très bien l'école. Du coup, elle est efficace dans son objectif inavoué. Et est-ce que tu l'as ressenti comme tu étais enseignante? Est-ce qu'il y a un moment tu as ressenti ça? Parce que bon, tu étais très investie vu que tu étais enseignante. Est-ce que tu as ressenti ça émotionnellement? Est-ce qu'il y a eu un passage chez toi une compréhension de ça plus profonde et un changement en toi par rapport à ça? Je sais pas si tu vois Ouais, ce que oui, je veux oui, dire. je vois. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais toujours. Donc, eh ben, moi, je me suis fait déborder complètement mes 2 premières années. Parce que la principale spécialité des profs, c'est pas la transmission du savoir. Éventuellement, ils sont bons là-dedans, mais les parents et la vie et tout ce qu'on fait avec les enfants est bon là-dedans aussi, dans la transmission du savoir. Mais la principale spécialité des profs, c'est d'être capable de faire taire 30 enfants en même temps et de les faire travailler en même temps. C'est exactement ce que m'a dit un institut. Premièrement, contrôler la classe. Et ben oui, et du coup, moi, Ouais, mes ouais. 2 premières années, j'ai été dans des endroits tranquilles. Je suis tombée mes 2 premières années dans des endroits tranquilles. Donc, je me suis pas fait méchamment déborder, c'était pas horrible. Mais clairement, je me suis fait déborder. Et du coup, après j'ai appris la technique de comment on tient une classe. Parce qu'il y a une technique, je l'ai même écrit noir sur blanc et je l'ai mis sur Internet parce qu'après, il y avait des gens que... Bon, après, j'étais à l'UFM et du coup, c'était quelque chose que je voulais transmettre aux jeunes profs avec lesquels je travaillais. Du coup, au départ, je l'avais mis en ligne, en fait, je l'avais mis noir sur blanc, j'avais écrit une page et je le lisais avant la rentrée pour me remettre dans le bain
qui est quasi enfin c'est pas un affrontement, mais il y a une solidité à avoir face aux classes. Et du coup, je relisais ces conseils-là avant de rentrer dans la classe. Et bon, après, au bout de quelques années, j'en ai plus eu besoin. Et puis quand j'ai eu les stagiaires de l'UFM, je l'ai mis en ligne. Et il y a un côté répressif, dans le sens où sinon tu t'en sors pas. Mais j'avais l'impression que dans le cadre un peu répressif qu'il y avait, dans le sens où je faisais des interros surprises, par exemple. Alors c'était juste sur la leçon d'avant, c'était juste sur 5 points. Et puis en gros, s'ils avaient écouté, ils n'avaient pas besoin non plus de réviser la leçon. Donc après, ça leur donnait pas mal de bonnes notes en fait. Mais c'est un côté répressif, ça. Alors après, j'essayais de le transformer en quelque chose qui rapportait des points, mais ça reste de la carotte. Donc c'était moins du bâton et plus de la carotte, mais ça reste dans un système de répression. Mais j'avais l'impression qu'ensuite, dans ce cadre de répression, je leur donnais une grande liberté de parole. Et du coup, il y avait beaucoup d'échanges et ils apprenaient beaucoup dans le dialogue. Et d'ailleurs, ça les étonnait ensuite. Je me souviens plus, mais il y avait eu une fois une remarque d'un élève comme quoi il s'était rappelé plein de choses qu'on avait dit et il se demandait s'il fallait le réviser puisque c'était juste des choses qu'on avait vues en parlant et pas des choses qu'on avait écrites. Voilà. Et donc, c'est pour ça, enfin moi j'ai beaucoup aimé enseigner parce qu'une fois que j'avais appris à mettre ce cadre, eh ben, je leur ai apporté, j'espère, enfin en tout cas je voulais leur apporter beaucoup d'échanges, de dialogues, on a fait plein de projets, j'ai rejoint la pédagogie de projet en fait des écoles de Freinet, qui est difficile à mettre en place en collège et en lycée, mais c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et c'est ça que j'ai transmis ensuite à l'UFM d'ailleurs. Et on a pas mal utilisé les tout débuts d'Internet pour ça, pour faire ce genre de projet. Donc, mais dans le même temps, j'entendais les profs pendant les conseils de classe qui cassaient les enfants, notamment les profs de maths. Et là, après, j'ai lu le bouquin de Antibi sur la constante macabre, qui explique combien les profs ont intériorisé le fait qu'ils sont là pour que la moyenne de la classe soit toujours à 10. Et par exemple, un jeune prof qui débute, et ça a été mon cas, puis en plus, je pense que vu que les cours se passaient très bien, je pense qu'ils se rappelaient réellement de pas mal de choses. Et du coup, ils avaient des bonnes notes. Puis j'avais tout plein de systèmes pour qu'ils aient des bonnes notes, tout en travaillant, en faisant des cartes d'Europe avec les pays. Et c'était des choses faciles à apprendre pour eux et qui me semblaient importantes à apprendre pour la culture générale. Voilà, du coup, ils avaient plein de bonnes notes. Et je me suis régulièrement sentie mal par rapport à mes collègues parce que mes moyennes étaient bonnes. Mais parce que je sentais que le rôle du prof, c'était pas d'avoir des 14 de moyenne. Parce que du coup, je sentais que mon travail était dévalorisé par rapport aux autres profs pour qui il aurait fallu avoir une moyenne à 10 et casser davantage les élèves. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais te répondre en fait. Je ne sais plus ta question, mais j'avais l'impression que ça répondait à ta question. Donc tu habites Paris. Comment ça se passe, point de vue des enfants non-sco à Paris Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de monde Est-ce qu'il y a beaucoup de sorties, etc. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'envoient des mails en me disant que ils ont bien adhéré à l'EDA et d'autres qui m'envoient des messages en disant ils ont bien adhéré à l'AIA puis beaucoup qui ne parlent pas d'association. Je pense que c'est dans beaucoup d'endroits comme ça, localement. Nous, on nous pose des questions comme ça, c'est difficile à comprendre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que localement, les associations sont très importantes d'un point de vue national. Et puis moi, j'encourage en fait à adhérer aux 3. Et puis ensuite, au bout d'un an, enfin au bout du temps qu'ils veulent, moi je suis adhérente aux 3 associations. Parce que ça me permet d'être au courant d'un certain nombre de choses. Et puis les gens, s'ils ne veulent pas réadhérer aux 3, au bout d'un moment, ils choisissent celle avec laquelle ils se sentent le plus en phase. Mais localement, ça n'a pas de sens de faire des sorties l'EDA, des sorties l'AIA et des sorties CIS. Même si j'ai participé à quelques rencontres de CIS il y a longtemps, quand ma grande était petite.
Et en fait, ça m'avait mis mal à l'aise. Et j'ai mis un certain nombre d'années à me rendre compte pourquoi ça m'avait mis mal à l'aise. Parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup d'échanges de matériel pédagogique. Des gens qui étaient venus avec du matériel et qui avaient expliqué comment ils l'utilisaient. Et j'avais l'impression qu'on sortait de ces réunions en se disant que il faut vite que j'aille télécharger le fichier, acheter le livre, photocopier le matériel et acheter des choses. Et puis qu'après, je sentais que le risque était grand ensuite d'être déçu si jamais son enfant n'était pas intéressé par le matériel en question. Voilà, du coup, nous, on ne fait pas ça. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient le faire. Mais de toute façon, ils sont libres de le faire. Les outils qui sont mis en place maintenant permettent à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Et j'aime beaucoup ces outils-là, qui sont en fait tout bêtement une liste de discussion, comme beaucoup de gens. Donc là, c'est pour quelle région Alors, il y a une liste de discussion générale sur l'Île-de-France, et maintenant, il y a une liste de discussion. C'est marrant parce qu'il y en a 3 autres plus régionales qui se sont créées et qui géographiquement font sens. Puisqu'il y a celle du 95, du 77 et du sud-ouest de la région parisienne, qui rassemble 3 départements en fait. D'accord, ça chevauche. Et du coup, en gros, les gens vont... il y a 3 pôles en quelque sorte. D'accord. Et il n'y a pas et la liste générale, elle s'occupe du centre, elle s'occupe de Paris intramuros? Eh bien non, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de familles à Paris intramuros. La plupart des familles sont en banlieue. Comme sociologiquement, les familles en région parisienne, elles sont surtout en banlieue. Et nous, on va d'ailleurs de plus en plus en banlieue. C'est marrant parce que en 2005, quand j'ai commencé à organiser des sorties, en fait, j'étais relais l'EDA en 2005 et j'ai pris toutes les adresses mail des gens du listing et je leur ai envoyé un message. Et en fait, ensuite, pendant 3 ans, j'ai fait une lettre d'information qui me prenait beaucoup de temps, mais qui m'a beaucoup amusée à faire. Mais... Enfin, je parle du temps parce que tu vas voir après. Et dans cette lettre d'information, j'essayais de relayer ce que les gens lisaient, ce qu'ils racontaient, ce que les gens avaient envie de faire, ce qu'ils faisaient. Et j'avais envie de relayer en gros tout ce que j'entendais dire à propos de Nansco en région parisienne. Et puis il y avait le planning, il y avait les projets à venir, les visites pour lesquelles il fallait s'inscrire en avance, et ce genre de choses. Et voilà, donc, ah oui, en fait, au départ, il n'y avait que cette lettre d'information, suis-je en train de me dire. Puis après, j'ai créé la liste de discussion, parce que la lettre d'information, elle ne permettait pas de discuter. Lettre d'information par Internet, oui, uniquement. D'accord. Ouais. Internet, c'est l'outil magique qui rend tout ça possible. Ouais. Parce que du coup, ça prend beaucoup moins de temps. Voilà, et ensuite, il y a eu la liste de discussion qui n'a démarré qu'il y a 2-3 ans, en fait. Parce que... maintenant il y a pas mal d'échanges. Et d'ailleurs, c'est un truc important. Je voudrais signaler quelque chose qui était important pour moi. C'est qu'assez vite, j'ai configuré la liste de discussion de façon à ce que, quand on veut joindre tout le monde, il faut répondre à tous. Et que par défaut, si on répond juste par répondre, on répond juste à la personne qui a envoyé le message. Et je trouve que du coup, il y a très peu de bruit sur cette liste de discussion. Il y a très peu de messages qui disent « Ah, moi aussi, ah, moi je viens », qui sont des messages importants, mais qui sont des messages personnels. Et du coup, je pense que, en plus de cette liste de discussion générale, il y a beaucoup de messages qui circulent suite aux messages qui viennent sur la liste. Voilà, alors les outils, c'est la liste de discussion, à Paris, mais qui concerne en fait des sorties à Paris, mais aussi en région parisienne, parce que, donc c'est ce que je voulais dire, nous on va de plus en plus en banlieue. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à organiser des sorties, c'était à Paris. Parce qu'il y a plein d'endroits à Paris qui sont intéressants à découvrir. Mais là, vu que les familles sont de plus en plus en banlieue, enfin en région, en fait, il y a de plus en plus de sorties qui sont en région parisienne. Nous, on sort de Paris. Et c'est très sympa d'ailleurs. Ça fait plus de trajets peut-être, mais pas forcément non plus. Et puis en 2008, j'ai créé un Google Site qui est une sorte de wiki, mais plus grand public en fait, probablement plus facile à utiliser du point de vue de l'interface de l'écriture. Et en gros, j'y ai transféré toutes les rubriques qu'il y avait dans la lettre d'information, à savoir l'agenda, quand ont lieu les sorties. Il y a une rubrique sur les rencontres régulières, qui est organisée par département maintenant. Et puis une rubrique sur les rencontres ponctuelles
et en dessous des sous-parties par mois. Et ce qui est marrant maintenant, et ce qui fonctionne très bien, c'est que maintenant presque tout le monde a un droit d'écriture, ce qui n'était pas le cas au début parce qu'on n'était pas forcément tous à l'aise avec cet outil au départ. Et quand quelqu'un envoie un message comme quoi j'organise telle visite à tel endroit, qui veut s'inscrire, c'est même plus la personne qui organise qui a besoin de faire la liste. En fait, les gens vont sur la page signalée et puis ils rajoutent leur nom, si possible par ordre alphabétique, parce qu'ensuite c'est comme ça que ça se retrouve dans les comptes dont je continue de m'occuper. Mais quelque part, maintenant, ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant, parce que je m'occupe essentiellement des comptes qui permettent en fait de facilement organiser le paiement de petites sommes. Et puis maintenant, il y a plein de familles qui depuis plusieurs années organisent des choses dans leur coin. Ça s'est beaucoup diffusé et j'adore aller à des sorties que j'organise pas. Il y en a beaucoup maintenant. Donc au début, tu organisais énormément, c'était toi qui organisais énormément de sorties. Et petit à petit, ça s'est diffusé, quoi. C'est un peu tout le monde. Ouais, et d'ailleurs, maintenant, tu faisais plus rien. Tu sais que ça pourrait continuer. Moi, je continue à m'occuper du Palais de la Découverte. Puis de 2-3 endroits où on va aller à un Acrobranche en septembre. Enfin, 2-3 endroits où j'ai pris l'habitude, où c'était moi. Mais par exemple, j'avais fait des réservations à la Villette. Et là, cette année, c'est un autre groupe qui s'en occupe. Et c'est super ce qu'elles ont fait. Elles ont fait un programme sur toute l'année, un lundi régulier. Et voilà, moi je vais participer aussi sans l'avoir organisé. Oui, c'est chouette. Et puis ce qui est chouette aussi, que j'ai beaucoup aimé, et oui, alors il y a deux choses, c'est que d'abord, du coup, on fait aussi des sorties différentes. Parce que moi, ce que j'organisais, c'était des choses que j'avais envie de moi voir. J'ai organisé des sorties au Louvre, à Orsay, au Palais de la Découverte. On a fait aussi des choses à la Cité de la Musique. C'était des choses qui, moi, m'intéressaient de découvrir. Mais là, depuis qu'il y a plein de parents, depuis 2-3 ans qu'il y a plein de parents qui organisent des choses, c'est d'autres intérêts. Et j'adore ça, en fait. J'adore aller voir ce qui intéresse les autres gens. Et puis on a fait, on n'en a pas fait beaucoup, mais on a fait quelques séances d'arts martiaux traditionnels chinois, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, mais parce que c'était d'autres personnes qui le proposaient, et du coup on allait voir. Bon, après ça accroche ou pas, mais on a essayé plusieurs fois les différentes choses qui étaient proposées. Et il y a combien de sorties à peu près je sais pas, dans une semaine, il y a à peu près combien de sorties d'organiser? Alors, l'agenda principal est organisé, rassemble toutes les sorties de tous les départements. Du coup, il y en a qui sont loin, où on n'irait pas forcément. Oui. Par exemple, il y a des sorties maintenant 2 ou 3 fois par semaine. Je crois. Mais pour avoir un ordre de grandeur, quoi. Il y a 2-3 sorties par jour. Il y a 2-3 sorties par jour. Et donc, pour un endroit précis, disons pour une liste d'un des coins d'Île-de-France, ça fait combien de sorties par semaine à peu près? Peut-être 2. D'accord, ouais. Ouais, pour les... Okay. Oui. Et ça représente oui, sachant que quand je dis par familles, jour, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce qu'il y a pas mal d'enfants qui ont des activités le mercredi. Nous, on n'en a pas eu parce que mes filles ont envie de voir leurs copines Nansco. On a essayé une fois, mais ça ne les intéressait pas. Et puis le samedi, dimanche, quand mes enfants étaient petites et que j'allais aux rencontres de l'EDA, les sorties, c'était une fois par mois le dimanche. Parce que c'était des sorties familiales. Et il y a des gens qui continuent à en proposer. Mais nous, dans notre cas familial, on avait envie de se retrouver tranquillement en famille à ce moment-là et pas faire de sorties. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sorties quand même le samedi et le dimanche, qui est plus un moment pour la famille. Où le gars qui travaille, la personne qui travaille, la personne qui travaille, le père ou la mère qui travaille, a plaisir à être tranquille à la maison avec le reste de la famille. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui s'est beaucoup développé, ce qui s'est développé de plus en plus et que j'adore encore plus, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui ont osé proposer des activités. Parce qu'au départ, on ne se sent pas forcément compétent. Là, récemment, j'ai relu des messages que j'envoyais en 2005-2006 où je disais « ça serait bien qu'on fasse des jeux de sport collectif, des jeux d'extérieur, mais moi, je ne sais pas faire, je ne me souviens plus des jeux de mon enfance et tout ça. » Et ça m'a étonnée parce que là, ça fait plusieurs années que quand on se retrouve, on joue à l'épervier, à la balle aux prisonniers, à plein de jeux, parents-enfants.
Et c'est juste génial. Enfin, on a un très grand plaisir à jouer avec les enfants. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu de plus en plus aussi des parents qui ont proposé des choses. Au départ, ils ne se lancent pas, mais après, quand ils se lancent, c'est génial parce que ils sont totalement en phase avec les enfants. Et ils le font en général gratuitement, pas toujours d'ailleurs, parce que parfois il y en a qui ont besoin d'argent pour vivre et que du coup ça paraît acceptable aussi aux autres de contribuer. Mais beaucoup de parents le font gratuitement parce que pour eux ils sont en train de préparer quelque chose pour leur enfant et ses copains. Et du coup c'est gratifiant pour tout le monde de préparer quelque chose. Et ça, c'est vraiment génial. Les activités comme ça régulières, c'est souvent une fois par mois. C'est pas non plus trop prenant pour le parent qui prépare. Et voilà, oui, pour chaque parent, ça fait pas trop. Voilà, pour chaque parent, ça fait pas trop, mais comme il y a de plus en plus de parents. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent les parents se sentent incompétents au départ. Et alors que c'est génial. Même si, je me souviens, il y a une maman qui nous a proposé des ateliers de sciences, brico-sciences quoi. Et puis on avait l'impression que elle disait qu'elle avait l'impression que c'était pas terrible ce qu'elle proposait, alors que c'était génial. Et même les moments où elle hésitait, où ça marchait pas, où une fois elle avait fait un circuit électrique avec des citrons et ça n'a pas marché pendant 1 heure. Et du coup elle a eu l'impression, elle a eu le stress, c'est dommage d'ailleurs, qu'elle a eu le stress que ça allait pas marcher. Mais pour les enfants, c'était vachement intéressant de voir que ça marchait pas et que ils pouvaient réparer, il y avait le plaisir de la réparation. Et puis c'était surtout elle qui l'avait fait et du coup elle a essayé de différentes manières et c'était intéressant le processus, le cheminement. Voilà, et du coup je ne peux qu'encourager les parents, c'est génial quand les parents proposent par eux-mêmes. On a aussi des jeux de ballon, c'est juste du foot mais c'est fait par un papa, il est réfléchi la veille sur comment il va proposer aux enfants un mécanisme pour qu'ils se passent la balle par exemple. Donc en fait ensuite il arrive avec un peu de matériel, il trace, enfin c'est symbolique, c'est avec des plots, il trace des cadres et puis en gros il nous apprend à jouer en restant dans notre carré. Mais du coup on est obligé de jouer avec les gens qui sont à côté, on n'est pas juste en train de prendre un ballon et puis on va jusqu'au bout. Et c'est chouette comment il réfléchit. Puis quand on discute avec lui, la veille, il commence à réfléchir, ou avant, j'en sais rien, mais il réfléchit à comment transmettre des choses qu'il connaît bien, donc comme les jeux de ballon, aux enfants. D'accord. Voilà, puis voilà, on a du bricolage. Là, il y a des parents qui organisent des visites guidées, qui vont nous faire des visites guidées dans Paris. Et donc il y a plein d'enfants qui... Donc ça permet... Il y a plein d'enfants qui en connaissent d'autres par ce moyen-là, quoi. Évidemment, quoi. Voilà, alors d'ailleurs au départ, les enfants ne se connaissaient pas. Et ça a mis un certain temps, parce que justement on n'avait pas la régularité de l'école. Puis au début, début 2006, c'était une fois par mois, une fois par semaine, ensuite petit à petit. Enfin, mais 2006, c'était une fois par mois au début, et puis ensuite une fois par semaine. Mais c'est pas beaucoup, une fois par semaine. Alors du coup, d'ailleurs, moi j'avais des enfants très réservés et observatrices. Parce que je dis jamais le mot timide parce que c'est un mot que j'aime pas et moi je l'ai trouvé observatrice en fait avant de se lancer et du coup ce que j'ai fait et du coup j'encourage beaucoup les parents de jeunes enfants à faire ça parce que souvent les jeunes enfants sont très impressionnés par les groupes, surtout là par exemple l'année dernière à Vincennes il y avait il y avait 50 personnes qui étaient là en même temps, on avait 3 salles, 4 salles même. Purée. Il y avait une salle où on pouvait manger et sinon 3 salles d'activité. Enfin, 2 en fait. Mais 2 salles de jeu en gros et 2 salles d'activité. Et il y a des familles qui sont arrivées et dont les enfants ont été mal à l'aise par le nombre. Et je comprends complètement, c'est normal. Et surtout des enfants jeunes. Mais même des enfants un peu plus âgés parce qu'ils arrivent dans un endroit où ils connaissent personne. Alors après à l'école, c'est aussi ce qui se passe quand ils démarrent, mais ils voient les autres enfants tous les jours. Et du coup, et puis de toute façon, ils sont obligés d'être là. Mais c'est surtout que, comme il y a une fréquentation de l'école tous les jours, eh ben les amitiés se nouent plus rapidement. Et s'il n'y a pas amitié, la camaraderie, le fait d'être avec d'autres personnes qu'on connaît. Tandis que là, quand c'est pas souvent, quand c'est une fois par semaine, c'est beaucoup plus long. Et du coup, pour mes enfants, ce que j'ai beaucoup fait, et donc que je recommande beaucoup, c'est de venir à quelques rencontres comme ça ponctuelles. Mais ça sert surtout de speed dating, pour reprendre le mot.
pour les parents et les familles, pour identifier les personnes qui habitent pas très loin de chez elles, qui ont des enfants d'à peu près du même âge ou avec les mêmes intérêts, et ensuite faire des rencontres individuelles, juste avec 2 familles. Et moi j'ai fait ça énormément. Parce qu'il y a des petites rencontres aussi, tu disais il y a des sorties avec quelques familles quoi. Oui, aussi. alors ce que je veux dire c'est que quand mes enfants avaient 6-7 ans, j'ai beaucoup invité mais juste une famille. Et je me suis invitée chez une famille, parce que comme ça, bon, entre parents ça nous permettait de nous connaître, mais entre enfants ça faisait que les enfants apprenaient petit à petit à se connaître. Ouais. Et ensuite pendant les rencontres, ce que j'ai fait beaucoup aussi, c'est d'animer les jeux entre enfants. Des chandelles et des jeux d'enfants pour créer du lien, parce que ça se faisait pas du tout seul. Et ça c'est important, parce que je crois qu'on a oublié, et les familles nouvelles qui arrivent, elles ont peut-être l'impression que ça va se faire tout seul, mais on n'a pas la périodicité de l'école. Il faut y mettre du sien, et donc s'inviter les uns les autres. Alors les petites rencontres de maintenant, c'est parce qu'elles ont leurs copines. Elles sont toujours contentes de voir les grands groupes et des grands jeux, mais elles ont aussi leurs copines qu'elles ont plus envie de voir. Voilà, et du coup, là c'est un peu autre chose maintenant aussi. Puis elles grandissent aussi, notamment pour la grande qui a 11 ans et demi, presque 12. Et je me disais aussi, s'il y a des parents qui ont un enfant de 1 an qui sont intéressés, parce que nous on voit ça déjà pas mal dans notre coin, dans l'Hérault, il y a des parents, ils ont un enfant de 1 an, ils ont déjà pris leur décision de faire la Nonsco. Oui. Comment ça peut se passer pour eux par rapport au groupe de sortie, s'ils veulent venir discuter, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des réunions pour les nouveaux, est-ce qu'il y a des rencontres de discussion sur un thème particulier? Enfin, je dis ça, mais nous, on fait pas ça, mais on est moins nombreux. Oui, mais donc, avant 2005, il y avait une rencontre chaque mois, le dimanche, qui permettait justement aux familles de se rencontrer, notamment aux familles avec de jeunes enfants. C'est comme ça que moi, je suis venue avec ma première fille de 1 an aux premières rencontres de l'EDA. Il n'y avait pas que ces rencontres-là, d'ailleurs, il y en avait d'autres. Je parle de celle-là, mais il y en avait quand même plus. Ils allaient aussi à la Cité des Enfants à la Villette, dans une ludothèque. Il y avait quand même aussi d'autres. Il y avait des activités déjà aussi. Voilà, et donc là, ça permettait aux parents de parler. Et du coup, moi, j'avais continué comme ça, une rencontre 1 fois par mois. C'était Accueil Naissance. Et c'était très frustrant pour moi, parce que souvent, j'avais pressé mes enfants qui étaient petits pour y aller. Et pendant 1 heure, il n'y avait personne. Et ensuite, il y avait 2-3 familles. Et j'avais l'impression que je faisais peser beaucoup de choses sur mes enfants, juste pour 2-3 familles avec qui on aurait pu se voir à la maison, par exemple. Du coup, j'ai arrêté parce que pour moi, ça ne me convenait pas. Et puis, c'était sur le temps familial du week-end et tout ça. Il y a Bernadette en tant que relais qui a un petit peu proposé ça aussi. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de besoin, parce que comme on fait beaucoup de choses ensemble, en fait, le moment de discussion, c'est pendant qu'on fait les sorties, notamment après l'activité qu'on fait avec les enfants, parce qu'on s'est efforcé aussi de ne pas papoter pendant les activités, mais de faire l'activité de bricolage ou la chorale par exemple, c'est vraiment parents-enfants, la danse c'est parents-enfants, donc on fait avec les enfants et le moment de papotage c'est après. Mais du coup, effectivement, ce que j'avais fait en début d'année, c'était de faire une liste des activités qui sont facilement accessibles aux familles qui ont un enfant jeune, de 1 an, 2 ans, qui n'est pas encore concerné par l'activité. Par exemple, à Vincennes l'année dernière, il y avait donc une salle qui était là pour manger, papoter entre les 2 activités qui étaient la danse par enfant et le cirque. Et il y a des parents qui sont venus avec des enfants jeunes juste pour papoter. Donc c'était pas un cadre aussi agréable que peut-être chez quelqu'un, c'était une salle pas terrible, mais en fait ce qui était important, c'était juste d'identifier les moments où il y aurait un endroit où les parents de jeunes enfants pourraient venir parler. Et voilà, oui. ça s'est fait comme ça. Après, il y a aussi une des mamans qui avait trouvé dommage que chaque fois qu'on se voit, c'est pour un atelier ou pour une activité, et qui trouvait intéressant qu'on se voit juste pour se voir, pour jouer, pour que les parents papotent et tout ça.
Du coup, on avait un petit peu organisé ça aussi. Du coup, ça permettait aussi de proposer aux parents de jeunes enfants de venir, juste pour parler. Et en fait, il y a eu très peu de familles qui sont venues. Et après, il y a des gens qui m'ont dit que comme ils venaient de loin, de banlieue, le prix du billet de RER ne valait pas la peine si c'était juste pour jouer dans un parc et parler. Que ça leur paraissait être plus rentable s'il y avait une activité qui, par ailleurs, coûtait elle aussi de l'argent. Donc c'était un peu paradoxal, mais on est quand même jamais complètement tranquille par rapport aux apprentissages. Du coup, c'est vrai que quand on fait un atelier, on se dit qu'il y a un truc qui est passé là, et puis comment dire, c'est pas obligatoire non plus, les enfants peuvent sortir si ça les ennuie, il n'y a pas de vérification à la fin. Donc voilà, on n'est quand même pas dans une démarche scolaire. Et puis la plupart des ateliers qu'on a fait étaient quand même vachement sympas. Donc ça valait la peine. Mais c'est vrai qu'il y avait cette proposition de se voir juste pour que les enfants jouent ensemble et puis que les parents parlent ensemble, qui permettait aux familles de jeunes enfants de venir. D'accord. Et point de vue des contrôles, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à Paris ou non, quoi? Est-ce que les inspecteurs connaissent mieux les non-SCO ou je sais pas? En fait, la particularité de Paris et de la région parisienne, c'est donc la densité, forcément. Et du coup, il y a beaucoup d'inspecteurs différents. Et ça dépend vraiment des inspecteurs. Il y en a qui sont... Il y a de tout comme il y a vraiment de tout. Par ailleurs. Ouais. D'accord. Et vous, du fait d'être plus nombreux, enfin plus dense, est-ce que ça vous donne plus de force ou c'est comme dans le reste de la France Ça donne beaucoup de force dans l'assurance que c'est un bon choix pour sa famille. Mais c'est vrai aussi, dès que tu vas aux rencontres de l'EDA, aux petites rencontres, t'as la même impression. Mais voilà, il y a un côté puissantifiant, comme disait l'autre. Pour traduire empowering, je crois. Pour dire que voilà, quand on voit d'autres familles et qu'on discute, et puis qu'on discute des parcours d'apprentissage et que... Enfin, je sais que quand je disais qu'Oriane avait commencé à écrire à 9 ans, j'ai su par ailleurs après que ça avait été repris pour se rassurer, quoi, parce que c'est rassurant. Et puis moi-même, j'ai été rassurée par d'autres parents dont les apprentissages avaient commencé tardivement. Un gars qui a appris à lire à 11-12 ans et puis qui est ensuite rentré dans une fac prestigieuse de théâtre à 18. Et voilà, ça rejoint le mot de Alan Thomas que tu as déjà dû voir en film. Non, c'est l'histoire du... Je pense que c'est une vraie histoire racontée par une mère australienne, peut-être, qui dit à l'inspecteur que pensez-vous d'un enfant qui ne sait pas lire à 11 ans. Et l'inspecteur dit, oh là là, c'est vraiment un problème, l'instruction en famille, quand l'enfant ne sait pas lire à 11 ans, c'est vraiment embêtant. Et que pensez-vous, monsieur l'inspecteur, d'un enfant qui... Non, c'est l'inverse. Que pensez-vous d'un enfant qui ne sait pas... Ah oui, et ensuite, et que pensez-vous d'un enfant qui lit plein de romans à 12 ans? Et oh là là, quel beau succès de l'instruction en famille, on n'a pas dégoûté l'enfant de la lecture, et de lui-même, il aime lire et tout ça. Et la maman qui répond bien sûr que c'est le même enfant, monsieur l'inspecteur. Mais c'est dans ce sens-là. Voilà, toutes ces discussions qu'on peut avoir entre nous, c'est très rassérénant, ça donne beaucoup de force pour ensuite être cool avec son enfant. Je pense que les sorties, on les fait aussi beaucoup pour nous. Moi, je suis tout à fait consciente que je les ai beaucoup organisées pour moi, essentiellement d'ailleurs parce que c'était sympa de voir 2 familles 2 fois par semaine quand les enfants étaient petits, mais c'était juste 2 familles, donc c'était toujours les mêmes sujets de conversation qui revenaient au bout d'un moment. C'était forcément limité. Et alors que quand on voit tous les jours, pas tous les jours, ouvrés de la semaine sauf mercredi, quand on voit des groupes de personnes qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que quand on va à Poissy, on ne voit pas les mêmes que quand on va à Vincennes, donc c'est des configurations un peu différentes, du coup on voit des personnes différentes.
Et c'est très très rassérénant et stimulant et agréable pour les parents. Toutes les discussions qu'on peut avoir, ça nourrit beaucoup. Et du coup, on se le disait entre nous, du coup on en sort plus sympa avec les enfants. Et même sur place, on est plus sympa avec les enfants. C'est très bien. Plus sympa, parce que il y a des parents aussi qui s'énerveront moins parce qu'il y a le regard de l'autre, ça joue, on me l'a déjà dit. Et puis le fait d'être rassuré par les modalités d'apprentissage un peu particulières de nos enfants, ça fait qu'on est plus cool après. Ah ouais, je comprends, moi ça va mieux là, mais ça me stressait pour l'apprentissage de la lecture. Et je commençais à être embêtant quoi. Enfin, quand on est stressé, on est embête. Ouais. Donc, Eliane a commencé un peu à apprendre, et puis j'ai vu à quelle vitesse elle apprenait, je me suis dit, c'est pas grand chose. Donc ça va mieux. Ouais. On parle de la licence. Alors, ça sera une licence copyleft, c'est-à-dire que c'est libre de droit après les personnes. Donc le but c'est de faire que ça soit copiable pour tout le monde. C'est pas utilisable pour faire de l'argent. Et si c'est repris, il faut que ça soit, il faut que la question et la réponse restent ensemble. Donc, et après l'interview, tu pourras nous dire les morceaux à couper. Est-ce que tu es d'accord avec cette licence ? Je suis d'accord avec cette licence. Ok.